de son histoire. Bienvenue à un autre épisode des Salons des Anciens présenté par Conseil Plus de la Banque Scotia. Conseil Plus, découvrez comment une simple conversation de Conseil Plus peut vous aider à atteindre vos objectifs. Salut Patrice, comment ça va? Ça va super bien, merci. Et toi? Moi, ça va toujours bien. On regarde un peu cet été, les choses vont changer. Les choses ont changé à un moment donné. Un des étés pour toi, Patrice, tu as fait toute ta carrière avec le Canadien. À un moment donné, tu as signé avec le Colorado. Et tu as signé avec l'équipe, avec notre invité qui s'en vient, M. José Théodore. Peux-tu nous discuter un peu pourquoi tu as signé avec Colorado puis l'importance, l'angle de la famille? Puisque ne faut pas oublier, là, la famille fait la décision aussi. Donc, explique-nous un peu comment que ça s'est passé. Bien, écoute, après 14 ans à jouer à Montréal, il y a eu lockout. Puis par la suite, bien, Bob Gainey, le Canadien avait l'option dans mon contrat de prendre la dernière année du contrat ou de me libérer. Et j'ai rencontré Bob et Bob m'a mentionné qu'il ne va pas exercer l'année de contrat. Alors, je venais joueur autonome. Et par la suite, bien, c'est une belle histoire parce que je reçois un coup de téléphone un soir et je ne reconnais pas le numéro et je réponds. Et c'était René Angélil. Wow. Et René, il dit salut, parce que je joue au golf avec René au Mirage. Puis il dit ouais, je ne veux pas te déranger. Il dit t'aimerais-tu ça aller jouer au Colorado? C'est René Angélil qui dit ça, là. Oui, Okay. parce que René Angélil était très, très ami avec Pierre Lacroix. Pierre Lacroix, oui, oui. Alors, j'ai dit, écoute, René, oui, ça serait une belle place, c'est une belle ville de hockey. Puis Joe Sakic était là, Rob Blake, il y avait vraiment une bonne équipe aussi. Là. Alors, j'ai dit, oui, certainement. Alors, j'ai dit, tu peux dire à Pierre qu'il téléphone Donnie, puis Donnie Mine, qui était mon agent. Et en même pas 24 heures, le contrat était signé. T'aurais-tu signé si c'était encore les Nordiques de Québec? Oh! Hey! Hey! Écoute, c'est quoi le joueur? Qu'est-ce qui est important du joueur? C'est que le joueur se sente bien. Tu sais, après tu passes mes 14 premières années, tu as besoin d'un nouveau défi. Je pense que ça l'a fait du bien d'aller voir ailleurs, d'aller voir comment ça se passe ailleurs. Puis, j'ai adoré mes 2 années au Colorado. Malheureusement, à ma 2e année, je me suis fait opérer au dos. Alors, 2e opération au dos à 36 ans. Alors, c'est certain qu'il n'y a pas grandes équipes par la suite. Bien, le Canadien m'a ramené. Mais ceci dit, tu parlais de c'est les joueurs qui décident. Ouais. Mais il y a des fois, il y a les femmes aussi, hein, parce que c'est des décisions à deux. Si le joueur dit, moi, je vais aller jouer là, mais ton épouse, tes enfants sont malheureux, le joueur ne sera pas plus avancé. Mais ça, de ce côté-là, j'ai été bien supporté. Ma femme m'a toujours dit, c'est là que tu vas être heureux, c'est là que tu vas aller jouer, on va te suivre, puis on va te supporter. Donc, t'aurais-tu signé avec les Nordiques? Mais écoute, si l'offre était bonne, puis oui. les Nordiques, moi, je pense que quand les joueurs prennent des décisions de joueurs autonomes, le côté financier, c'est correct, mais je pense que c'est surtout, on va-tu avoir une bonne équipe? Tu veux avoir une bonne équipe, tu veux gagner, Et au Colorado, moi, c'est pour ça que je suis allé au Colorado, parce que c'était vraiment une équipe qui aspirait à la Coupe Stanley. Puis quand José est arrivé par la suite, je me suis dit, on a vraiment une chance. Et c'était une division extrêmement forte. Et la première série, c'était contre les Stars de Dallas. Mike Modano, Marky Turco, il y avait Zubov, il y avait une équipe Dallas était l'équipe favorite contre nous, mais on les a battus en 5 matchs. Et par la suite, on a rencontré Anaheim. Et Anaheim, si ce n'est pas de Brizgalov, tout le monde pense que c'était Giguère, mais c'était Brizgalov dans les buts. On a perdu en 5 matchs et dans les 5 matchs, il y a 50 lancés et plus. Par match. Par match. Il a été extraordinaire, Brizgalov. Et cette année-là, bien, c'est l'année du retour du lockout. Je ne sais pas si tu t'en souviens qui était allé en finale, c'est Edmonton contre la Caroline. Alors, c'était Edmonton parce que oui. Wow. Oui, absolument. Puis c'était Cam Ward qui a pris la relève de Arthur Zerbe, si je me rappelle bien, parce que la première série, c'était contre les Canadiens. Bon, en parlant de gardien de but qui voyait 50 tirs par match, on va discuter
avec José Théodore. Écoute, c'est un de mes joueurs préférés quand j'étais plus jeune. J'ai encore sa tuque. On va en discuter avec José Théodore, un de tes coéquipiers, homme très intelligent, passionné. On a hâte de retour bientôt avec notre invité. Voici Conseil Plus. Une nouvelle façon d'élaborer un plan personnalisé pour vous aider à garder le cap. Nous apprenons à mieux vous connaître. Puis, nous élaborons un plan qui évolue à votre rythme en y ajoutant des produits et solutions selon vos besoins pour vous aider à atteindre vos objectifs actuels et futurs. On apprend à vous connaître pour mieux vous guider aujourd'hui et demain. Conseil Plus, uniquement à la Banque Scotia. Donc, on est de retour avec notre invité. C'est un invité très spécial. Patrice, tu le connais bien, gagnant du trophée Hart, gagnant du trophée Vizina, gagnant du trophée Bill Masterton, un des meilleurs gardiens de but de l'histoire du Canadien. Bonjour, José Théodore. Comment ça va? Très bien. Merci de me recevoir. C'est un plaisir. Bon, premièrement, José, tu as fait transition récemment. On va en revenir à ta carrière, mais tu as fait transition. Peux-tu nous un peu expliquer où tu en es rendu et comment la transition de joueur à analyste s'est passée? Bien, ça a été quand même assez. Moi, ma retraite a assez bien passée parce que souvent, c'est difficile pour un joueur d'arrêter, de tout de suite arrêter du jour au lendemain. Puis là, tu te cherches qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Mais moi, dans mon cas, je m'étais blessé à ma dernière saison avec les Panthers. Puis je savais qu'à 36 ans, c'était une blessure assez sérieuse. Je m'étais déchiré l'aine et puis j'avais été incapable de revenir au jeu. Fait que je savais que c'était un peu là, un pile ou face si j'étais pour retrouver un autre contrat. Puis, je m'entraînais, je parlais avec mon agent, il y avait quelques options. Mais quand j'étais rendu au mois d'octobre, à peu près, ouais, octobre, là, TVA m'ont contacté pour signer avec eux à être analyste. Puis, tout de suite, ça a bien été parce que j'ai tout de suite fait une transition de, tu sais, j'étais au hockey, j'ai arrêté, sauf que j'ai resté impliqué, j'ai resté aussi entouré de boys. Fait qu'on avait un peu là, ce sentiment de faire partie d'une équipe. Puis, fait que la transition, elle était super bien. Puis, en plus, je faisais beaucoup de petits projets à l'extérieur du hockey. Vers la fin de ma carrière, j'ai été beaucoup impliqué en immobilier avec Serge Chavard, Mario Messier. Fait que, tu sais, ça a commencé à prendre de plus en plus de place. Fait que quand j'ai arrêté de jouer, j'en ai juste profité pour me lancer en affaires plus sérieusement et puis pour continuer avec mes chroniques, analystes dans le Journal de Montréal. Là, maintenant, c'est à la radio. Fait que ça s'est bien fait. José, quand tu as pris ta retraite, est-ce que tu t'es dit, OK, c'est le temps de prendre ma retraite, ou tu t'es dit, j'aimerais ça continuer? Tu sais, si tu n'avais pas eu la blessure, tu aurais aimé ça continuer? Écoute, je vais te dire ça avec beaucoup de franchise et d'honnêteté, là. Ouais. Tu sais, j'ai joué jusqu'à 36 ans. Tu sais c'est quoi jouer des 15-16 ans dans la ligue. Parce que je sais que tu es un passionné et tu aimes la game, José. Tu aimes compétitionner. Oui, mais c'est ça. C'est parce que j'aime compétitionner, mais il y a beaucoup d'alentours que vers la fin, là, tu sais, j'étais établi en Floride. Je savais que j'étais pour me retirer, rester ici. Tu sais, la vie est belle. Tu sais, tu sens en Floride, tu vas aux pratiques en gogun, tu reviens, j'étais dans le cours. Tu sais, la vie était vraiment... Pour vrai, j'étais à une bonne place. Je commençais à trouver ça de plus en plus difficile, aller à l'aréna, partir sur des voyages. Ça commençait à être un petit peu plus compliqué. Ceci étant dit, c'était tellement le fun de jouer en Floride vers la fin de ma carrière. Pas au début, j'aurais pas aimé ça, là. Mais à la fin, quand tu veux juste, tu sais, tu veux performer, mais quand tu as fini, tu veux plus parler de hockey, c'était parfait. Fait que, oui, j'aurais aimé ça continuer en Floride. Mais je suis pas sûr que j'aurais accepté, comme j'avais eu des choix d'invitation d'être joueur invité à un camp d'entraînement. J'avais eu Nashville, Boston puis Calgary. Mais j'ai dit à mon agent, c'est pas vrai que je vais accepter un try-out. Puis si je fais l'équipe, c'est pour 1 an. Ma famille va rester en Floride. Fait que j'étais prêt à continuer juste si c'était avec les Panthers. OK. Puis, qu'est-ce qui a fait mal dans tout ça? Puis ça, c'est une petite parenthèse que je dis publiquement. Puis j'ai vu Del Talon, qui était notre DG à l'époque. Je l'ai vu au golf. On a joué au golf avec. Puis j'ai encore remis sous le nez. Mais quand j'ai été blessé, là, j'étais down, tu sais, parce que j'ai dit, Colin, c'est en fin de saison, il faut que je joue. Puis Dale m'a dit, comme je te le dis à toi, Bruiser, il m'a dit, Théo, je sais que c'est pas facile, mais inquiète-toi pas. Tu nous as amené en série l'année passée, tu es notre numéro 1, tu vas aider le petit Markstrom à se développer. Je vais appeler Don, là, puis on va régler ça. On va te signer un autre 1 an ou 2. Fait qu'inquiète-toi pas, on va se régler. Tout va être correct. Moi, j'appelle Don. Je dis, hey, Don, je dis, Floride va t'appeler, ils veulent me signer. Parfait, whatever. On dit oui à n'importe quoi. Je voulais juste continuer.
Et là, c'est l'été que les Panthers ont été vendus. Finalement, là, tout d'un coup, Dale Talon, ouais, c'est pas ça que j'avais dit, non. Fait que, tu sais, il m'a comme dit une information qui m'a excité, mais finalement, il n'a pas livré la marchandise. Fait que ça a été le côté plus difficile à accepter. C'est que j'ai comme senti qu'on m'a un peu joué dans tout ça. Mais ça laisse un goût amer. Ben, ça laisse un goût amer, oui. Puis il a fait la même chose après avec Joe Vanowski, Dale Talon. C'est un gars que je respecte pareil. Là, je veux dire, il ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Mais moi, j'ai pour mon dire, il n'était pas obligé de venir me parler s'il était pour me dire de quoi qu'il n'était pas capable d'accomplir. Ouais. Ça laisse un goût amer, sauf que ça a comme rendu ma décision beaucoup plus facile de dire, OK, là, je passe à autre chose, puis je mets une croix, puis on va voir qu'est-ce que le futur nous réserve. En tant qu'analyste, évidemment, on va venir te voir pour des analyses au sujet des gardiens. Nous, les analystes normales, on ne connaît rien au sujet des gardiens, donc on va chercher les experts. T'as-tu des fois que des joueurs vont t'appeler et dire « Hey, écoute, José, lâche-moi donc un peu parce qu'évidemment, tu connais beaucoup des joueurs qui sont encore dans la ligue, donc il y a la connexion professionnelle et personnelle hein, qu'il faut jouer un peu. C'est sûr. C'est certain qu'un gars que j'ai vraiment une bonne relation, là, comme si je te dis de parler d'un Francis Bouillon, de Mike Ribeiro, de Patrice, c'est sûr que je vais tout le temps regarder le positif, même si des fois, il y aurait peut-être de quoi de négatif, je pourrais dire. Ça, c'est sûr que c'est juste parce que c'est quand même en bout de ligne, j'ai une job d'analyste, puis je vais être honnête, mais quand tu as des personnes, puis il y en a peut-être 7 ou 8 personnes que je vais défendre plus, il n'y en a pas beaucoup. Mais après ça, écoute, pour avoir de la crédibilité dans ce monde-là, le monde à Montréal, vous connaissez trop votre hockey pour que je vais là puis je commence à raconter de la bullshit. Ah, c'est pas de la faute de Price, il a été voilé quand je sais qu'il n'a pas été voilé. Mais à l'inverse, des fois, il y a des buts on blâme le gardien de but puis c'est zéro de sa faute. Mais moi, je vais vraiment... ma job puis mon but, c'est de parler en ondes quand je suis en radio, quand j'écris dans le journal, de la même façon que si on soupe, on prend une bière puis on parle du Canadien. Je vais te dire qu'est-ce qui me passe par la tête, puis avec mon expérience, ça se peut que tu ne sois pas d'accord, mais je ne vais pas parler avec mes émotions. C'est pas comme, je ne prends pas plus pour le Canadien qu'un autre club. C'est sûr que je veux que le Canadien gagne, mais en bout de ligne, je suis là pour rapporter ce que je vois, rapporter mes expériences, puis qu'est-ce que je pense. Puis de là, après, le monde en fera leurs propres conclusions. On est présenté, le balado lui-même est présenté par Conseil Plus. Donc, il faut parler du côté argent. Moi, je sais que vous deux, c'est pas vraiment mes affaires, mais vous avez signé plusieurs contrats dans votre vie. Les contrats, généralement, ça monte. Comment gère-t-on le côté santé mentale quand on signe un gros contrat dans une ville comme Montréal? Écoute, on sait que vous n'êtes pas seulement des robots de hockey, là. Il y a des émotions, il y a de la pression. Comment on gérerait ça, Patrice et José? Ben, Patrice, je vais te laisser parler. Tu as plus d'expérience que moi, puis je vais te dire mon côté après. Vas-y, Breezer. Bien, c'est certain que quand tu signes des gros contrats, il faut que tu fasses attention à ton argent. Comme j'ai déjà mentionné, il y a souvent des gens qui t'approchent, qui veulent t'investir dans leur business, dans un restaurant, dans l'immobilier, Mais je pense qu'il faut que tu restes la tête froide, puis il faut que tu te concentres. Ton métier premier, c'est un joueur de hockey. Alors, il faut que tu performes au hockey. Puis, écoute, ça dépend tout le temps de l'opportunité. Si tu me dis que tu vas investir avec M. Savard et Mario Messier, je pense que tu as des bonnes chances de réussite parce que c'est des hommes qui sont respectés puis qui savent qu'ils ne vont pas en passer une petite vite à un joueur de hockey. Alors, mais ceci dit, encore là, ça dépend de ce que tu veux faire. C'est ta vie, c'est tes décisions. Mais la chose la plus importante, c'est de faire attention à ton argent parce que un ou deux mauvais moves, mais ça peut avoir des répercussions sur ton travail, sur ta famille, puis il y avait des mauvais caractères qui allaient après des joueurs de hockey dans le temps aussi. Hein? Ceux qui avaient peut-être, ils ne savaient pas exactement où mettre leur argent, ça l'arrivait très souvent. Écoute, j'en ai tellement entendu d'histoires. J'ai joué avec Sergei Federov à Washington, puis on connaît son histoire. Il s'est fait avoir pour, je ne peux pas dire le nombre exact, mais plusieurs millions. Puis tu entends souvent des joueurs que ça va être dans les restaurants, whatever. Puis tu sais, des fois, souvent, c'est tu viens un peu greedy, tu en veux plus quand tu n'es pas nécessairement comme, tu sais, il y a le 3/4 des joueurs de nos jours, là, comme Carey Price, il n'a pas à se casser la tête, il peut laisser son argent à 2% par année,
puis il n'en manquera pas, mais on aime le rush, on aime le challenge, les défis. Puis c'est là qu'on se fait avoir des fois de trop d'en vouloir. Mais comme Patrice dit, il faut que tu t'entoures bien, puis c'est pas juste des décisions d'affaires, là. Je veux dire, quelqu'un qui se divorce, on s'entend pour dire que, tu donnes la moitié de ton argent à ta femme. Cet argent-là, on n'est pas des chanteurs, nous autres. On ne peut pas dire on va continuer de chanter un autre 10 ans de plus pour reprendre l'argent que j'ai perdu. Quand tu fais le chèque, bien, si tu donnes la moitié est partie, là, tu sais. C'est sûr qu'il y a des enfants, je te dis pas, là, il faut qu'on s'occupe de la femme, des enfants, mais je te dis juste que, tu sais, un joueur se divorce, plus qu'il a fait quelques mauvais placements, c'est comme ça qu'on se pose la question. Ben oui, il a fait 300 millions comme Mike Tyson. Comment ça qu'il n'en reste plus? Ben, je peux te dire de quoi, là, 1 ou 2 divorces, tu splits en 2, tu payes ton agent 3 net, c'est pas brut, c'est net. Ça va vite. Là, tu as un train de vie, puis tu te retires, tu as 35 ans, tu as un autre 50 ans à vivre, puis tu n'as pas nécessairement les mêmes revenus. La plupart des joueurs vont se fier à leur agent ou à leurs parents. Mais les parents, on les aime, on leur fait confiance. Mais il y a des mauvaises histoires là-dedans aussi, Jack Mais il y a Johnson. des mauvaises histoires, exemple. exactement. Alors, c'est pas des professionnels. C'est pas. De bien placer ton argent, il faut que tu ailles voir des professionnels. Il faut qu'il y ait un lien de confiance. C'est pas évident, là. On va changer le sujet. José, est-ce que tu te rappelles de la date avril 9 2002? C'est un match contre les Sénateurs d'Ottawa que vous avez gagné 4. Oui, ça, c'était le retour de Sakou. Ça nous prenait une victoire pour se qualifier en série. On avait gagné 4-3. Ça, je me souviens, oui. Toi, évidemment, tu étais le gardien de but, tu as passé le plus de temps sur la glace. Patrice, toi, tu étais le joueur qui a passé le plus de temps de la glace. Pour nous, pour toute une génération, c'était un des plus beaux moments dans l'histoire. On sait que c'était une innovation qui était à la Maurice Richard qu'on a donné à Koivu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passait sur la glace, dans le vestiaire, les sentiments, les émotions que vous avez passées ce match-là pour le retour de votre capitaine qui avait vaincu le cancer? Bien, de mon côté, là, c'était une saison qui a été difficile dans le sens qu'on n'était pas sûr de faire les séries, loin de là. Puis là, on avait eu au mois de mars une séquence, je pense, de 7 victoires d'affilée pour continuer de se maintenir dans le peloton. Fait que, tu sais, je pense pas mal tout le monde, là, moi inclus, tout le monde, on était un peu à bout, puis on donnait vraiment le deuxième effort, mais on commençait à manquer de jus. Et quand on a su que Sakou était pour jouer son match, faire un retour, je peux vraiment dire que ça a été le petit extra pour moi qui est allé me chercher un autre, peut-être un petit 10-15% de motivation de plus, un petit un regain d'énergie, parce que, tu sais, comme je dis, j'avais joué plusieurs matchs de play. Moi, de mon côté, je commençais à être fatigué mentalement. On avait de la pression de performer. Et quand Sakou, on a vu qu'il a joué, ça a vraiment... Écoute, le monde, les fans ont été incroyables, là. C'était en partant l'hymne national. Je me souviens encore de l'ovation qu'on lui a donnée. Puis ça, je pense que vraiment, on a gagné ce match-là juste avec l'émotion et l'intensité qu'on est allé chercher avec le retour de Sakou. Écoute, ça a été une soirée, et premièrement, José vient de le mentionner, c'est une soirée inoubliable. Est-ce que je m'attendais à une innovation comme ça? Ouais. 8 minutes, 10 minutes, ça pas du tout. Mais quand tu es sur la patinoire, tu entends les fans, ça vient te chercher. Ça vient te chercher. Puis c'était pleinement mérité pour Sakou. On savait nullement quand il était pour revenir au jeu. Mais on savait qu'il s'entraînait, puis on savait qu'il, lui, personnellement, je ne sais pas s'il s'était fixé un target là, de dire « moi, je vais revenir ce match-là ». Mais quand on a appris la nouvelle, écoute, ça a été une boule d'énergie inespérée, parce qu'on ne s'y attendait pas. Et d'avoir remporté ce match-là, c'est la crème sur le gâteau. Puis par la suite, bien, comme José l'a mentionné, on s'est qualifié. On a fait les séries éliminatoires, puis même la première ronde, hein, José, on a battu Boston. Puis là, Koivu a compté tout un but. Hein? C'est-tu le dernier match de la saison ou dans les séries? Même Jack Edwards, il a donné crédit à Sakou Koivu. Puis je trouve que ça, c'est fort, ça. Quand Jack Edwards complimente un Canadien, là, c'est fort pareil. Mais y avait-tu comme des émotions dans le locker room? Est-ce que vous parliez ça dans le vestiaire? Est-ce que c'est comment? Est-ce que vous le laissez faire, son propre affaire? C'est comment dans le vestiaire? Écoute, on était tous au courant de qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'il en était, sauf que
chaque joueur, on a nos superstitions, on a nos préparations. Fait qu'on ne veut pas trop bifurquer de notre préparation pour que, si tu mets trop d'importance sur telle affaire, mais tu oublies de te préparer toi-même, tu n'es pas plus avancé. Fait que je pense que c'était comme, on le savait tous, qu'est-ce que Sakou voulait dire à l'équipe, c'est notre capitaine, mais en même temps, on le savait qu'il était nerveux lui-même, on le laissait se préparer tout seul, puis nous autres, on s'occupait, on voulait juste être sûr qu'on lui donnait l'effort maximal pour qu'il puisse réussir. Mais je pense que c'était plus, juste en se regardant, tout le monde, on savait ce que ça voulait dire, mais on n'était pas obligé vraiment d'en parler. Bien, José, je suis entièrement d'accord avec José, c'est que oui, c'est un match. Bon, Sekou revient, il a battu le cancer, mais on a quand même un match à jouer. C'est ça, là, lui, il a joué 8 minutes. Là. Exact. Puis, écoute, si c'est José qui est dans le filet, il faut qu'il fasse les arrêts. Puis moi, écoute, je joue contre le trio de l'autre côté, bien, il faut que je joue bien défensivement. Puis, c'est l'avantage numérique, mais il faut que je performe. Alors, tu comprends, une fois que l'ovation est terminée, tu as un match, puis il faut que tu performes, puis il faut que tu gagnes. Tu n'as pas le choix. Alors, c'est certain que l'ambiance cette soirée-là, c'était magique. Mais ça reste qu'on a un travail à faire. Puis c'est une moins bonne histoire si vous perdez, là. C'est ça. Là. Exact. L'histoire n'est pas pareille. Tu as raison, Marc. L'histoire n'est pas pareille si on perd le match. C'est pas ça, c'est que ça nous le prenait aussi pour être certain de se qualifier en série. Ça nous prenait la victoire. Puis là, je pense qu'il restait peut-être un match après ça contre Buffalo, si ma mémoire est bonne. Mais pensez, il nous reste un match. Si on le perd, on n'est pas sûr de perdre les séries. Fait que, oui, le retour de Sakou, mais nous autres, on a quand même bûché depuis le mois de septembre pour faire les séries. Fait que Sakou, c'est arrivé à point. Ça nous a donné un boost qu'on avait besoin parce que les joueurs ont commencé à être essoufflés. Puis d'ailleurs, c'est ça qui est arrivé contre Caroline. On a battu Boston. Ça a été très difficile. Mais là, contre Caroline, à un moment donné, on a juste manqué de ressources, manqué de jus. Mais je pense déjà que ce qu'on a accompli cette année-là avec les blessures qu'on avait, je pense que c'est quand même assez exceptionnel. Moi, je me rappelle très bien une saison exceptionnelle. Je suis certain que tu t'en rappelles toi aussi, José, en 2002. Premièrement, quand on rentre, est-ce que la Ligue te donne une copie du trophée Vizina? Comme si je rentre dans ton vestibule, y a-tu un Vizina? Puis oh! Wow! OK, wow! Ça c'est le Vizina, Masterton, Hart. Puis ici, la seule chose que je garde, c'est mes masques. Comme tu sais, les masques, je les ai pas mal gardés. Puis ça, c'est d'autres plaques pour 500e match ou des jeux blancs. Mais je garde mes trophées, puis évidemment, les trophées individuels. Ici, ça, c'est les Coupes Molson que je garde. Fait que tu sais, j'ai quand même mon petit coin là, hockey, mais ma femme, elle ne veut pas que j'en prenne trop. Elle me dit tout le temps, elle dit, je veux que tu gardes le minimum, le strict minimum. Ah! Bon, j'imagine que tu gardes quand même seulement une Coupe Molson parce que si je me rappelle bien, tu as gagné 178 Coupes Molson d'affilée dans le temps, là, me semble. Ouais, non, mais ça, je les garde aussi, ça. Ça, je les garde. Voici Conseil Plus. Une nouvelle façon d'élaborer un plan personnalisé pour vous aider à garder le cap. Nous apprenons à mieux vous connaître. Puis, nous élaborons un plan qui évolue à votre rythme en y ajoutant des produits et solutions selon vos besoins pour vous aider à atteindre vos objectifs actuels et futurs. On apprend à vous connaître pour mieux vous guider aujourd'hui et demain. Conseil Plus, uniquement à la Banque Scotia. José, moi, j'aimerais ça recommencer un peu au début. Bon, tu as joué ton hockey junior à Saint-Jean. Une carrière correcte, hein? Pas vraiment une bonne équipe non plus. Là, après ça, tu es allé à Hull. Mais ton année de repêchage, tu te fais repêcher par Canadien. Là, il y a Patrick Roy qui joue le Canadien. C'est quoi ta première réaction? T'étais-tu déçu? Tu dis, oh non, c'est Patrick Roy qui est là. Comment tu t'es senti? Bien, premièrement, c'est ça. Saint-Jean, c'était une organisation qui s'en allait de nulle part. La preuve, ils ont déménagé à Rimouski après. Fait que moi, mon stage junior, je peux vraiment dire qu'il a débloqué quand je suis allé à Hull pour mes 2 dernières saisons, mais j'ai été quand même repêché quand je faisais partie des Lynx. Ouais. Et puis, écoute, je vais être honnête, je savais que le Canadien était très intéressé à un gardien de but parce que Patrick commençait à prendre de l'âge. Avec seulement 26, 27 ans, mais à l'époque, on se disait il faut préparer la relève. Fait que, écoute, j'étais peut-être naïf, mais en étant un petit peu, je dirais peut-être cocky, naïf en même temps, je me disais juste, je veux jouer pour... Canadien, pour moi, c'est ta ville. Tu as grandi en regardant le Canadien. J'ai grandi en regardant Patrick Roy, les Coupes Stanley, Guy Lafleur.
Fait que quand j'ai été repêché, je ne peux pas dire que j'étais déçu, loin de là. Je ne pensais pas vraiment à qui que j'avais à déclasser ou déloger. C'était plus, OK, je vais jouer pour le Canadien de Montréal. Puis si ça ne fait pas à Montréal, ça va faire ailleurs. Mais au moins, j'avais la chance de jouer pour mon club qui était le Canadien. Fait que je n'avais pas vraiment pensé à, OK, Patrick Roy, est-ce que je vais être numéro 2 pendant 10 ans? Moi, c'était plus, j'ai toujours fait ma place toute ma vie. Fait que j'ai dit, pourquoi ça changerait dans la Ligue nationale? Je vais faire mon chemin, je vais faire ma place, puis les cartes vont tomber à la bonne place. C'était comme ça que je voyais ça, là. T'as-tu, dans tes années juniors aussi, tu as gagné la médaille d'or au championnat mondial junior. Ça a été une belle expérience, hein? La médaille d'or, parce que, encore là, c'est quelque chose que depuis que tu es jeune, tu sais, tu as fait partie d'Équipe Canada. Depuis que tu es jeune, à Noël, on regarde l'Équipe Canada junior, puis tu sais que c'est les futurs vedettes de la Ligue nationale. Puis tu sais que quand tu manques le bateau, tu ne peux pas y retourner. Si à 19 ans, tu n'y as jamais été, tu es mort. Tu ne peux jamais dire « je gagne une médaille d'or avec les championnats juniors ». C'est tellement dur d'y parvenir parce qu'on le sait, il y a 3 ligues, Ontario, Ligue de l'Ouest du Québec. C'est pas toujours facile. Moi, j'ai eu la chance d'être gardien de but partant. J'étais numéro 1, on a gagné la médaille d'or. La seule chose de mon côté que je regrette un petit peu, c'est que moi, mon année, le tournoi se faisait à Boston. Puis l'équipe américaine était vraiment pas bonne. Ils étaient déclassés en partant. Fait que, on a joué la semi-finale contre les Russes. C'est beau si il y avait l'amphithéâtre était rempli peut-être à 40 %. Et la finale, c'était contre les Suédois, puis c'était pareil. C'était 50 % de spectateurs. Fait que j'ai pas vraiment connu le tournoi comme si ça se fait au Canada ou si ça se fait en Russie ou en Europe à quelque part. Mais une médaille d'or, c'est une médaille d'or dans n'importe quel pays, par exemple. Oui. Moi, j'ai eu la chance de voir, puis en parlant des équipes juniors, moi, je vivais à Ottawa, à Hull, tu pouvais aller au Bob, ça c'est le nom de l'aréna, le Robert Gartin. Tu pouvais aller voir José Théodore. Il y avait Gordy Dwyer puis Sébastien Bordelot sur l'équipe. C'est ça. Les billets étaient 6 $. Okay? C'est le même aréna que j'ai vu Nathan McKinnon jouer juste à côté de Jonathan Drouin pour 8 $. Donc, quand vous avez la chance, vous pouvez aller voir des étoiles comme José Théodore jouer dans le junior. Mais dans le temps, c'était Hull, il y avait le boom doublon, le bop, ça n'existe plus. Ouais. À cette heure, c'est Gatineau. Mais on va aller de là. Moi, tu as pris la relève encore une fois avec Patrice. Tu as pris la relève à Patrick Roy, encore quand tu t'es fait échanger au Colorado, hein, plus ou moins. Roy, il était parti pendant une couple d'années, mais ils n'ont jamais vraiment trouvé un autre gardien but partant. J'aimerais te demander 2 choses. Premièrement, c'était comment jouer comme un francophone dans une autre ville? Vous avez commencé dans une ville francophone. Vous avez été une ville anglophone. Toi, tu as signé là. Patrice, tu t'es fait échanger. José, comment ça s'est passé, l'échange? En termes d'émotion, en termes de... littéralement, comment ça s'est passé? Écoute, Colorado, il faut comprendre que Colorado, c'était quand même comme les anciens Nordiques. Tu avais Pierre Lacroix, Cloutier, Jean Martineau qui s'occupait du PR. C'était beaucoup de Québécois en partant. Fait que, quand tu pensais à Colorado, je me sentais vraiment pas dépaysé avec Montréal, à part la ville, OK, c'est une ville aux États-Unis, mais quand on allait pratiquer ou whatever, Patrice était là, que je connaissais bien, Alex Tanguay, Yann Laperrière, Pierre Turgeon. Fait qu'on avait pratiquement plus de Québécois là-bas qu'à Montréal. Fait que, la transition assez bien faite, sauf que moi, dans mon cas, qu'est-ce qui a été difficile, c'est que je m'étais blessé. Quand j'ai été échangé, ça a pris un mois et demi avant que je puisse commencer à jouer. Fait que ça a été plus difficile. Ça a été peut-être... j'étais surpris que je me fasse échanger pour la seule raison que j'étais blessé. Je savais que peut-être à Montréal, mes jours étaient comptés. Ça n'allait pas trop bien cette année-là, mais quand tu es blessé, je ne pensais pas qu'une équipe aurait été me chercher. Mais quand j'ai vu que c'était Pierre Lacroix et Colorado, j'étais très satisfait. Parce que c'était le temps que j'avais besoin d'un nouveau défi. Puis arriver avec une équipe que je connaissais plusieurs joueurs, dont Patrice. D'ailleurs, Patrice m'a hébergé dans son sous-sol à mon début parce que j'ai rejoint l'équipe au mois de mars, je crois. Fait que là, on a joué en série. On a battu Dallas au premier tour, mais j'étais quand même là 2 mois. Fait que Patrice, il était assez correct pour m'héberger. Fait que j'étais comme dans le fond, j'étais comme leur 3e enfant. J'étais très gâté. Je peux te dire que j'ai été très bien gâté chez Patrice. Fait que ça, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Patrice n'était pas obligé de faire ça, puis il m'a pris avec bras ouverts. Pour moi, ça a été une transition beaucoup plus facile à cause de ça, pour être bien honnête. C'est parce qu'il faut admettre aussi que Stéphanie,
Et Romy, tu n'avais pas suivi. Alors, c'est certain que c'était pas facile pour toi, mais écoute, je t'avais accueilli, José, comme un frère. Puis, je pense que c'est un coéquipier que j'ai toujours apprécié, puis qu'on est vraiment, vraiment des bons amis. Je pense que c'est la moindre des choses que je fasse ça. Puis mes filles en parlent encore aujourd'hui, que ouais, t'en souviens-tu, papa, quand José habitait avec nous, puis que mes filles, ils t'adorent, puis ça a été des beaux moments. Honnêtement, là, j'ai bien aimé ça. J'ai une petite question pour toi, José, parce que je me rappelle, à un moment donné, je voulais une tuque. Tout le monde au Québec puis en Ontario de l'Est voulait une tuque. Premièrement, ce match-là, là, j'imagine que tu n'étais pas content. C'est celle-là que tu voulais? C'est la tuque! C'est ça qui doux, il y a tout. Wow. OK. Oui, non, honnêtement, il y avait une grosse liste. Ma mère l'a finalement eu pour Noël. Le mien, il est juste là. Je ne peux pas aller chercher, mais en tout cas. Premièrement, c'était-tu confortable, ces matchs-là? Ça avait l'air vraiment pas confortable. Puis, deuxièmement, est-ce qu'ils t'ont donné ils ont donné un petit couple de la marchandise là, pour tes tuques? Parce que, hey, il était dur à trouver. Ça, là, écoute, c'est quelque chose qui est arrivé que c'était vraiment pas prévu, que c'était pour faire un gros splash comme ça. C'était mon frère Rock, tout simplement. Il a eu le flash, il a juste dit, parce qu'on avait vu la veille, on avait pratiqué avec les anciens, puis les anciens avaient la tuque avec le pompon. Puis vu que le nom, c'était la classique héritage, pour faire un peu référence dans le temps, tu jouais au hockey dehors et tout. Fait que mon frère, il a juste dit, écoute, ça serait le fun que tu mettes la tuque juste pour le warm-up. Alors, j'ai demandé à notre trainer, Bobby Boulanger, je dis, écoute, Bob, ça serait le fun pour le warm-up, mets la tuque, ça va être un beau clin d'œil, ça va me faire un beau souvenir, je vais peut-être avoir une ou deux photos qu'ils ont pris. That's it. Mais là, après la période de réchauffement, les joueurs dans la chambre, ils commencent à me dire, t'es pas game de la mettre pour le match, garde-la, c'est cool, garde-la. Fait que moi, j'ai dit, c'est beau, mais qu'est-ce que je savais pas que j'ai appris par après? On n'avait pas le droit de jouer avec une tuque. C'est illégal. Il y a un règlement très clair qui dit que tu n'as pas le droit de changer l'uniforme traditionnel ou whatever. Mais évidemment, on ne l'a pas dit, puis moi, j'ai joué avec, puis ça a été un succès parce que... Mais c'est parce que le bon José ne savait pas qu'il faisait à peu près moins 25 aussi, hein? Ça, il faisait vraiment froid. C'est pas traditionnel, ça, moins 25. Non, puis vous autres, sur le banc, vous aviez les chaufferettes, les grosses chaufferettes. Nous autres, sur la glace, les goalers, on n'avait rien. Fait que moi, j'arrivais au banc, je faisais réchauffer mes lits qui étaient en glace. Ouais. Tout ça pour dire, je peux pas te dire que j'ai apprécié mon expérience. Ça, je suis honnête. Ça va pas l'air confortable. Je ne l'ai pas apprécié pendant que j'étais là. Mais j'étais quand même très, très content puis je suis fier d'avoir fait partie de ce premier match extérieur-là. Je suis content qu'on ait gagné le match. J'ai tellement de beaux souvenirs. Mais pendant le match, je ne peux pas dire que c'était quelque chose de confortable, non. Surtout, Marc, il faut admettre qu'on a gagné ce match-là aussi. Oui. Oui, c'est 4-3, c'est ça? 4-3. 4-3. Le Bruiser a 2 passes. Le Bruiser a 2 passes ce match-là. Oh! Et hey, je te dis, tous les enfants qui jouaient sur la glace là, dehors, en Ontario, en Québec, ils avaient la tuque. Chaque gardien de but l'avait la tuque. C'était comme un changement culturel. Là. Mais non, tu essaies de dire, José, ils t'ont pas donné une coupure de... Attends, j'ai pas fini mon histoire. Là, quand je voyais après que c'était la folie pour la tuque, là, il était un peu trop tard pour appeler Puma puis demander un kickback, on s'entend, mais j'ai quand même appelé Puma et j'ai dit, écoutez, boys, là, je dis, en moyenne, vous vendez 7000 tuques par année puis vous êtes rendu à 150 000 tuques. Je dis, est-ce que vous voulez faire une association? Parce que, tu sais, ça peut être un bon flash. Alors, tout ça pour dire, par après, j'ai réussi à signer un contrat de 3 ans avec Puma qui était un petit peu comme pour le endorsement de le linge, puis j'avais des petites royautés, mais rien par rapport à la tuque. La tuque, ça, tout simplement, ça m'a mis un pied dans la porte, puis j'en ai profité par après. Mais pour la tuque, malheureusement, je n'ai pas pensé que ça aurait été si gros que ça. Sinon, je leur aurais donné un coup de téléphone avant, c'est sûr. Marc, je ne sais pas si tu t'en souviens, je suis certain que Théo, lui, s'en souvient. Quand on a gagné le match, après le match, j'ai été un des premiers. J'étais tellement content, tellement fier. Et je m'en viens pour féliciter José. Puis mon patin, parce que la glace n'était pas vraiment belle, on va se le dire. Là. Je prends une fissure et comme je viens pour donner un beau hug à José, Béling Banang, le breezer, les 4 fers en l'air. Ah, qu'est-ce que tu veux? Ah ouais, c'est un beau souvenir. Moi, je ris de ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Le plus important, c'est qu'on avait gagné le match. Moi, j'étais content. Ouais.
José, en 2010, tu as gagné le trophée Bill Masterton, comme tu as montré tout à l'heure. Peux-tu nous conter un peu l'histoire de pourquoi, évidemment, il y a aussi la charité qui est arrivée par après. Je sais que c'est un issue qui est quand même délicat, donc on apprécie que tu peux en parler et je te laisse en discuter. Ben, le trophée Masterton, c'est un trophée, tu sais, c'est sûr que quand tu es jeune, c'est pas un trophée que tu souhaites gagner parce que c'est souvent parce que tu as eu une épreuve difficile. Fait que c'est pas quelque chose que tu dis. Je respectais tout le temps les joueurs qui l'ont gagné avant moi parce que c'est des forces de caractère, puis c'est aussi valorisant que n'importe quel trophée, sauf quand tu es jeune, c'est pas un trophée que tu veux gagner. Fait que c'est pas un trophée que je pensais vraiment pendant que je jouais à Washington. Mais ça a été un concours de circonstances. Dans le fond, c'était ma deuxième saison à Washington. On a eu un fils qui est décédé après 2 mois de vie. Alors ça nous amenait... Il est décédé le 14 août. Fait que pas besoin de te dire que le camp d'entraînement, ça commence au mois de septembre. Fait que cet été-là, je passais mes journées à l'hôpital et je n'ai pas été m'entraîner trop. Fait que je n'avais pas la tête au hockey, mais la réalité, c'est que tu as quand même une responsabilité. Tu sais, j'avais un gros contrat avec Washington. J'étais le gardien de but numéro 1. Puis je voulais absolument quand même être capable d'avoir une bonne saison parce qu'en bout de ligne, il n'y a personne qui va avoir de pitié pour personne. Si tu ne performes pas, tu ne joues plus dans la Ligue nationale. Fait que moi, je me suis comme servi un peu de l'aréna comme un genre de sanctuaire où est-ce qu'en temps normal, j'arrivais à l'aréna, je ne sais pas, 1 heure avant la pratique, puis tout de suite après la pratique, je me déshabillais, je prenais une douche, puis je courais à la maison. Mais là, cette année-là, vu que j'étais peut-être seul, je ne parlais pas à trop de monde dans le sens, je ne voulais pas me faire déranger. J'arrivais à l'aréna 2-3 heures avant une pratique. J'allais dans le gym, je m'entraînais, je regardais des vidéos, je restais. Fait que ça a comme été un sanctuaire qui faisait pour moi, j'étais capable d'oublier un petit peu tous les problèmes à l'extérieur du hockey. Puis je me concentrais sur le hockey, puis ça m'aidait à oublier la réalité, dans le fond. Je pouvais vraiment oublier la réalité. Fait que ça a fait en sorte que ça a été une de mes meilleures saisons en carrière. J'ai fini avec 30 victoires, 7 défaites. Ça a été une très bonne saison. Puis quand j'ai su que j'étais pour être en nomination pour le Masterton, j'étais content, oui, mais en même temps, j'étais plus fier de ce que j'avais réussi à accomplir malgré une situation qui était vraiment difficile. Puis je voulais pas... Moi, je suis pas le style de gars qui veut se faire prendre en pitié. Fait que, je gardais ça vraiment privé, puis je parlais pas trop de ce qui s'était passé. Mais, oui, ça a été une saison très difficile, puis pouvoir dire que j'ai gagné le Masterton, mais c'est comme un peu une façon aussi pour moi, à chaque fois que je regarde le trophée, de me rappeler de peut-être des moins beaux moments, mais à quelque part, au moins, ça me rappelle de tout ce qui est arrivé, puis pourquoi que j'ai gagné ce trophée-là. Mais bravo, José, parce que c'est pas... C'est pas évident. On sait tous, on a la pression de performer, comme tu l'as mentionné, mais on a tous des vies personnelles. Mm-hmm. Et souvent, les gens ne savent pas, Théo, ça. Ils ne savent pas qu'on est quand même des êtres humains, on n'est pas des machines, qu'on a des problèmes, que ce soit avec nos femmes, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec la famille. Et qu'est-ce qui t'est arrivé de revenir aussi fort? C'est quoi ça prouve, Théo? Ça prouve que tu as une force de caractère de dire, c'est quoi? Je vais mettre ça de côté parce que c'est pas tous les joueurs qui sont capables de faire ça. Toi, tu as été capable de le faire. C'est tout à ton honneur. Puis c'est quoi? C'est un beau trophée. C'est un beau trophée. Ouais, non, c'est en nomination. Tu dis, hey, OK, j'ai été nommé, mais je ne pense pas de gagner parce qu'il y a tellement de joueurs qui ont des belles histoires, tu sais. Mais ton histoire, c'est vraiment fabuleux, là, honnêtement. Wow. Non, puis comme tu dis, tu as un bon point. La seule chose, des fois, tu sais, comme, écoute, là que je suis en retraite, on en parle plus ouvertement que quand tu joues, tu veux tellement pas brasser de troubles. Là. Tu parles pas tout le temps, mais quand je trouve plate, c'est que souvent, on est identifié à notre salaire, puis à cause que tu fais beaucoup d'argent, tu n'as pas le droit d'être triste, tu n'as pas le droit d'avoir de la peine, tu n'as pas le droit d'être malheureux. Ouais. C'est comme si tu étais un robot. Hockey, mais la réalité, là, prends n'importe quel être humain, puis tu perds un enfant ou tu te divorces, tu as de la misère avec ta fille parce que whatever, ou ton gars, il a des problèmes de drogue, bien, ça va t'affecter même si tu fais 15 millions par année. Puis ça, souvent, le monde, c'est comme, ils ne veulent pas l'entendre, ce côté-là, mais la réalité, c'est ça nous affecte comme n'importe quelle autre personne dans n'importe quel autre domaine. C'est à nous autres de trouver une façon de performer, je suis d'accord, mais c'est quand même, je serais menteur de dire que cette année-là, j'ai performé, mais je ne peux pas dire que j'ai été heureux pendant la saison. Je n'étais pas un gars heureux.
je performais, mais je n'étais pas heureux quand même. Mais tu essaies de faire le mieux que tu peux, mais ça, c'est quand même... Là-dessus, il faudrait que les gens soient quand même un petit peu plus réalistes, que peu importe l'argent que tu fais, ça ne change rien. Là. Je veux dire, le gars, même si tu as 100 millions en banque, si ton père il est décédé, tu vas avoir la même peine que tout le monde. Fait que c'est des choses, des fois, qui est un petit peu plus difficile à dealer avec parce que tu as le goût de le dire publiquement, mais souvent, on n'a pas le droit. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Ben, on ne le dit pas, puis on en parle avec notre monde proche. C'est ça la question que je voulais poser, Théo. T'as-tu, comment étaient tes coéquipiers? T'as-tu senti qu'ils étaient en arrière de toi? Dire, si tu veux en parler, on est là. L'organisation, comment était l'organisation? L'organisation, comme, elle a été... on te laisse faire ce que tu as à faire, puis... Ben, l'organisation, elle a été incroyable. Je me souviens qu'à un moment donné, il fallait qu'on retourne à Montréal, puis on n'avait pas beaucoup de temps. De l'organisation, Ted Leontis m'a prêté son jet privé pour aller à Montréal. J'ai fait un aller-retour. S'il n'était pas obligé de faire ça, il l'a fait. Pour qu'est-ce qui est des joueurs, les joueurs, écoute, Patrice, on va être honnête, là. Le monde ne savent pas comment t'approcher. Est-ce que tu vas lui dire, je suis désolé pour ça, quand peut-être que moi, ça ne me tente pas de me le faire rappeler par tout le monde que mon fils est décédé. Fait que le monde, il ne savait pas comment m'approcher. Puis c'était bien correct, je respectais ça. Ils m'ont laissé faire mon affaire. Moi, j'allais là, c'était vraiment business, puis je faisais ma job, puis je m'en allais chez nous. Puis à la maison, je dealais avec des problèmes avec Stéphanie, puis ma famille proche à la maison. C'est drôle que tu parles au sujet de l'argent parce que j'en discutais toujours avec Karl Osner à un moment donné. Je jouais dans la Ligue américaine, puis je parlais au sujet de Karl Osner. Il était un peu frustré, puis le monde disait, ben, il fait bien de l'argent. J'ai dit ça à Karl, je dis, ben, tu fais bien de l'argent, ça t'es correct. Il dit, oui, mais ceux qui mentionnent l'argent, là, quand il y a des problèmes, c'est à cause qu'ils pensent seulement à l'argent. Mais nous, on est humains. Donc, il faut garder ça en compte avec les joueurs. En parlant d'humains, José, toi, tu as joué avec et contre un super humain. Patrice, toi, tu as défendu contre Alex Ovechkin, là. C'est quoi, premièrement, là, José, est-ce que tu vois la rondelle venir quand Alex Ovechkin tire? Et deuxièmement, est-ce qu'il tire fort de même en pratique? Et troisièmement, Patrice, qu'est-ce que tu fais quand Alex Ovechkin arrive à 1000 km/h? Là? Ben moi, quand il arrive puis il va lancer, moi, je me tasse parce que j'ai le goaler. Le goaler, il est payé pour arrêter les rondelles. Non, écoute, moi, je m'en souviens quand Ovechkin il a commencé dans la Ligue, là, et puis il voulait faire sa marque. C'était pas le marqueur, c'était le bulldozer. Oui, il est costaud. Il frappait tout ce qui bougeait. Puis lui, là, il voulait passer le message dans la Ligue nationale, là, que tu sois vétéran, que tu sois une recrue, moi, c'est-tu quoi, ta rondelle, je vais finir ma mise en échec, puis tu vas payer le prix. Puis Ovechkin, c'est un gros bonhomme, puis il est pesant. Puis par la suite, bien là, c'est certain, marquer des buts pour lui, c'est bon. Il se ferme les yeux puis il marque des buts, là. Mais c'est un talent extraordinaire. Ça a été bon pour la Ligue nationale. C'est bon de voir des joueurs comme ça. Puis certain, José va nous en parler. Là. Lui, il a joué avec, puis José a adoré jouer avec Ovechkin. Donc, c'est sûr. Moi, Ovechkin, là, l'affaire qui m'agaçait le plus, c'était quand j'entendais « Ah, ben il n'a pas gagné la Coupe, c'est pas un gagnant comme Crosby, il est selfish. » Mais ça, c'était tout du monde qui n'avait pas joué avec. Parce qu'Ovechkin, je peux vous dire que, tu sais, il n'y a pas un gars qui est plus émotif, qui prend plus ça à cœur. Il veut gagner à chaque présence à la glace. Il veut tellement gagner. Oui, des fois, la ligne est mince. C'est un gars qui veut gagner, ça ne veut pas dire que tu restes 2 minutes sur le power play, tu n'aides pas ton club. Sauf que moi, je sais qu'Alex Ovechkin, c'est un vrai. Je ne me suis jamais posé de questions. Quand on avait besoin de lui, il était toujours là. Puis le fait qu'il a finalement gagné sa Coupe Stanley, il le mérite parce que, tu sais, la Coupe Stanley, tu gagnes, mais ça prend aussi de la chance. Raymond Bourque l'a gagné à sa dernière saison, puis tu as plusieurs bons joueurs comme Marcel Dionne qui n'ont jamais gagné des Coupes Stanley, puis j'en oublie. Fait que Ovechkin qui a gagné une Coupe, c'est correct, mais c'est un gars qui aime tellement ça marquer. Pour répondre à ta question, oui, pendant les pratiques, j'avais le luxe d'être numéro 1, puis j'ai parlé à Ovechkin, Simmons et puis Mike Green à la défense. C'était 3 jeunes un peu tête en l'air qui, eux autres, ils lançaient comme si c'était leur dernier tir à la vie, ils voulaient t'arracher la tête. Fait que j'ai passé mon message assez clair. Je dis, écoutez, boys, là, chaque pratique, tu vas aller lancer de l'autre côté. Le goaler, il a 20 ans, ça ne dérange pas, lui, de manger une poque ses oreilles. Je dis, moi, c'est pas vrai que tu vas me lancer ses épaules. Fait que je dis, où tu vas lancer, puis je m'en vais dans le coin, tu vas lancer dans un filet désert, ou tu t'en vas lancer l'autre bord. Fait que moi, je ne l'affrontais pas pendant les pratiques au Ovechkin. Parce que justement, lui, il voulait tellement marquer. Moi, je disais des fois, je dis, Alex, c'est mon réchauffement. Peux-tu me lancer des petits lancers faciles?
Il disait, c'est mon réchauffement, moi aussi, je veux lancer dans le top net. Ben oui, ben. Fait que ça, c'était sa mentalité. Mais c'était un gars que j'ai adoré jouer avec. Je trouve c'est probablement le joueur qui a été le plus influent avec la Ligue nationale parce qu'il est arrivé avec l'attitude. Oui. Je m'en je le sais. fous. Oui. Je m'en fous, je suis bon, je veux l'attention, je vais me lancer, je vais pitcher d'un bandes, mais moi, c'est comme ça. Puis ça a agacé plusieurs personnes qui sont un peu old school, vieille mentalité. Puis Ovechkin, il aimait ça. Puis juste une petite anecdote, son fameux bâton, là, quand il a battu le record, puis il a fait son bâton qui était en feu, ça vient de moi, ça. Ah oui? La veille, on est à Tampa, on s'en va souper. Moi, je ne gaulais pas le lendemain, j'avais une petite journée de congé. Fait qu'on est au resto, une petite couple de petits verres de vin. Puis là, Ovechkin, il me dit, hey, demain, on était avec Backstrom, qui était son joueur de centre, Mike Green. Puis Ov, il dit, si je marque un but, il faut que je fasse de quoi de cool, qu'est-ce que je peux faire? Puis si vous regardez la reprise, moi, j'y avais dit, mais moi, j'ai dit, un coup de tête, j'ai dit, il ne le fera jamais. J'ai dit, Ovi, j'ai dit, quand tu scores, fais venir tous tes coéquipiers, fais signe à tout le monde de venir, mets ton bâton à terre, puis je dis, tu te réchaufferas les mains. Comme si ton bâton il est en feu, tu te réchauffes. Mais lui, si tu regardes la reprise, quand il marque son but, il fait signe au gars, mais il n'y a pas personne qui va le voir. Fait qu'il fait signe, les gars, ils ne vont pas. Puis là, moi, je l'ai écœuré parce que quand il a fait, moi, j'avais montré, je vais mettre mon iPad ici pour que vous voyez, là. Moi, j'y avais montré, j'ai dit, Obi, tu fais ça comme ça, tu sais, pour montrer qu'il est en feu. Mais lui, il fait comme si c'est Beethoven, c'est comme s'il joue le piano. Après, là, je lui ai dit, je dis, Ovi, je te lève mon chapeau, tu l'as fait, mais c'était pas ça le move. Il fallait que tu te réchauffes. Puis moi, je voulais que les 5 joueurs soient autour du bâton, comme au foot. Comme au foot, ben oui. Les 5 gars se réchauffent les mains. Mais Ovechkin, il l'a fait comme à moitié. Mais là, après, il se faisait planter par Don Cherry. Fait que là, j'étais là, je dis, j'espère qu'il va pas dire ça vient de Théo. Mais il m'a jamais jeté en dessous du bas, je suis correct. Hey, un Québécois qui suggère à un Russe, Don Cherry, il aurait adoré ça. Hein? C'est l'histoire derrière ça. Fait que si vous regardez la reprise, Ovechkin, il faisait signe, tout le monde était supposé être autour. Puis j'avais dit, je joue pas le piano, il était supposé de se réchauffer les mains, mais anyway, ça a quand même fait parler de lui parce que ça s'est retrouvé sur le jeu NHL 2010. Hey, c'est drôle parce que dans ce temps-là, une chose de même arrivait, puis on faisait des grosses causes. Là, on voit des gars aller entre les jambes dans un match normal. Il faut que je te demande, Théo, toi, est-ce que ça t'aurait insulté qu'un gars aurait essayé d'aller entre les pattes pour compter un but pendant un match? Ben moi, je vais répondre à ta question avec un exemple. Justement, mon premier match avec les Panthers à domicile, on joue contre Tampa, on se retrouve en tir de barrage. Et puis, j'avais vu Steven Stamkos faire une feinte le match d'avant ou 2 matchs avant, le fameux 360, tu sais, devant un gardien de but. Fait que là, je me suis dit, s'il essaye ça, je vais être bien insulté qu'il va essayer ça avec moi, tu sais. Il a essayé le 360, mais tu sais, je l'ai lu comme un livre ouvert, j'étais placé, il me l'a envoyé dans le chest. Ça a été plus fort que moi. Après, je l'ai regardé, puis j'ai fait le signe en voulant dire, va-t'en, tu sais, va-t'en. Mais tout ça pour dire que oui, ça m'agace. Quand les joueurs essayent de... Parce que veux pas, tu sais que si tu marques un but de la sorte, tu te retrouves sur toutes les tribunes. C'est le gardien de but qui fait rire de lui parce qu'il s'est fait déculoter par un move. Si tu te fais battre comme Crosby, Sidney Crosby m'a battu d'un tir du revers dans la partie supérieure, ça ne me dérange pas de me retrouver dans ces highlights. Ça vaut la peine. Mais quand c'est un jeu un peu de show-off, là, ça m'agace. Ça m'agace beaucoup comme gardien de but. Tu avais bel et bien compté un but, right? Oui. Pensais-tu avant, all right, that's it? Est-ce que tous les gardiens, à tout moment, pensent, je vais l'avoir? Non, c'est ça qui est le plus drôle parce que moi, pour être honnête, là, j'ai grandi dans une époque, tu sais, les gardiens de but, je ne vois pas trop la rondelle. Tu avais Ron Extall à l'époque, une coupe, mais moi, c'était pas ma force jouer à rondelle parce que comme joueur d'avant, je tire comme gaucher et comme gardien, je suis obligé de lancer comme droitier. Fait que moi, je gardais ça bien simple avec mes défenseurs, une petite passe. Mais tu sais, je n'étais pas un Carey Price. Fait que jamais dans mes rêves, j'ai même espéré dire je veux marquer un but. Mais la force que j'avais, Patrice, il s'en rappelle, j'étais capable de changer mon côté de bord et de faire
pour dégager la rondelle en infériorité numérique. Et ça, je peux vous dire que junior majeur, je le faisais 10 fois par match parce que tu es plus coqué un peu. Dans la Ligue nationale, je le faisais quand vraiment j'étais sûr de moi. Mais quand on menait par 2 buts, c'était 2-0, il ne restait pas beaucoup de temps. Quand j'ai dégagé la rondelle, je vais être honnête, je ne pensais même pas je veux marquer un but. Moi, je voulais protéger mon jeu blanc parce que j'avais un jeu blanc. Fait que je me disais, OK, si je dégage la rondelle, bien, je vais avoir mon jeu blanc puis je suis bien content avec ça. Quand j'ai fait mon dégagement, la rondelle, elle flippe, elle tombe à plat, elle s'en va dans le milieu. C'était même pas dans mes pensées les plus folles. Fait que j'ai fait un but, marqué un but avec un jeu blanc, j'avoue que c'est quand même assez spécial. Tiens, d'ailleurs, justement, j'ai la fameuse plaque du but. Ça, c'est, je ne sais pas si vous voyez, là. Oui. Wow. Fait que, c'est quand même quelque chose pour un gars comme moi qui était vraiment pas bon pour jouer à rondelle. Que je vois des joueurs comme Carey Price, qui est un des meilleurs de la Ligue. Oui. Il n'a pas marqué de but. Fait que tout ça pour dire, c'est quelque chose de le fun d'en parler, mais c'était pas quelque chose que j'avais planifié loin de là. José, ton meilleur entraîneur de gardien de but? Ben pour moi, là, je pense vraiment, pour moi, on faisait un très bon team. C'était moi et Roland Mélenchon. OK. Roland, encore, je suis en contact avec lui beaucoup, je parle. Puis la seule raison, c'est parce que Roland, c'est le style d'entraîneur qui est jamais satisfait. Qui est jamais satisfait. Comme je me souviens des matchs, là, l'année de mes trophées, l'année du trophée Vézina, on était au mois de novembre. Je suis le premier pour les moyennes, jeu blanc, pourcentage d'arrêt. Là, je viens de connaître un bon match. On s'en va faire une session vidéo. Puis je suis content, je me sens bien. Puis Roland, il dit là, écoute, ça, c'est pas correct. On va aller sur la glace, on va travailler. Puis si tu te rappelles, Patrice, avec Roland, là, il n'y avait pas de demi-mesure. On embarquait 45 minutes avant. On faisait un autre 45 minutes après. Et puis, il me poussait tellement que pour moi, c'est ça que ça me prenait parce que j'avais jamais le temps de relâcher la pédale parce qu'il était tout le temps en train de me pousser. Mais ça ne marche pas pour chaque gardien de but. Je sais qu'avec Carey Price, ça ne fonctionnait pas, cette méthode-là. Fait que chaque gardien de but, on a notre entraîneur qui fonctionne. Moi, un gars comme Roland fonctionnait pour moi. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner avec quelqu'un d'autre, mais Roland Mélenchon, pour moi, il était capable d'amener mon jeu à un autre niveau. Moi, j'aimerais vous demander, c'est quoi votre meilleure mémoire? Peut-être pas dans l'aréna, mais peut-être à Montréal, à vivre à Montréal, jouer à Montréal. C'est quoi la meilleure mémoire qui va toujours, que le monde mentionne? Peut-être pas Canadien de Montréal, mais la ville de Montréal. Quelle mémoire vous vient à la tête? Ben, moi, je suis obligé de dire que j'avais des billets de saison quand j'étais plus jeune, puis j'ai assisté au match en 93 de la finale de la Coupe, quand Montréal et Patrice ont battu Los Angeles. Fait que moi, je faisais partie de l'émeute, mais j'ai pas rien fait de pas correct. Là. J'ai pas reviré un auto de police à l'envers. J'ai essayé, je pense que c'est mort. Non, mais pour vrai, ça, pour moi, là, suivre le Canadien en 93, je me souviens, on allait au match, puis quand j'étais plus jeune, moi et mon frère, on allait à chaque... Pour moi, là, c'était la conquête de la Coupe. Puis ça a été bon parce que j'avais 15 ans à l'époque. Fait que quand j'ai été repêché par Canadien, je me rappelais c'était quoi le feeling quand vous avez gagné la Coupe, puis je me disais, esprit que j'aimerais ça vivre ça un jour. Fait que ça me donnait tout le temps un petit coup supplémentaire. Je voulais tellement pouvoir l'accomplir, mais tu sais, comme je dis, c'est pas évident de gagner une Coupe, hein, Bruiser? Non, regarde, moi, je l'ai gagné. J'étais le joueur le plus jeune de l'équipe en 93. J'avais 22 ans. Je venais de gagner deux médailles d'or au championnat mondial junior. Puis après ça, j'arrive dans la Ligue nationale, ma première saison complète. Puis je gagne la Coupe Stanley, puis je me dis, hey, je vais-tu en gagner des Coupes Stanley? C'est facile. Regarde, c'est jamais arrivé. Puis, mais j'ai aimé ça. Et c'est pour ça que, tu sais, tu as 35, 36, 37, 38. Puis là, tu continues à t'entraîner et tu dis, oh non, cette année, il faut que je la gagne parce que je ne sais pas, je vais rejouer une autre année, tu comprends? Puis c'est malheureux, mais c'est pas arrivé parce que j'aurais aimé ça en gagner. Je trouve que j'étais trop jeune. J'étais trop jeune, j'étais un petit peu naïf. Puis t'as peut-être pas apprécié ça a passé trop vite. Ça a passé. Alors, j'aime ça voir. Tu l'as mentionné tantôt, on voit un gars comme Raymond Bourque qui a joué pendant quasiment 25 ans dans la Ligue nationale, puis à sa 25e année, il la gagne la Coupe. Oui. Ça, pour moi, c'est de voir ça. Là, tu fais comme wow! Ouais. Raymond, c'est tellement une belle personne. C'est tellement. Là, tu dis,
c'est le fun qu'un gars comme ça ait pu savourer puis avoir cette expérience-là, parce que c'est unique de gagner une Coupe cette année. Non, absolument. Puis tu l'as dit, Breezer, puis c'est vrai, tu apprécies plus avec l'âge, parce qu'on est tous pareils, là. Moi, j'ai gagné le Hart puis le Vézina, j'avais 25 ans. Hey, à 25 ans, tu sais, quand j'étais jeune, oui, mon but, c'était de gagner le Vézina, mais le Hart, dans ma tête, c'était tout le temps Wayne Gretzky qui gagnait. Fait que Oui. non, mais c'est vrai, j'ai dit, les gardiens ne gagnent même pas le trophée, le Hart. Mais quand j'ai gagné à 25 ans, c'était comme toi, tu parles de ta coupe, je me disais, bon, ben, OK, là, je vais en avoir 4-5 Vézina, peut-être un autre trophée Hart, puis je vais être correct pour me retirer, parce que tu le fais. Je commençais à être numéro 1. C'était ma 3e année comme numéro 1. Je me disais, il me reste un autre 7-8 ans. Je vais le regagner encore, mais par après, tu te rends compte, au crime, j'aurais dû l'apprécier pas mal plus puis le savourer, mais ça vient avec l'expérience, puis ça, c'est des choses qu'on ne contrôle pas. Mais... Avant qu'on finisse, José, on parle d'être un gardien de but. Écoute, ça coûte cher amener un enfant de devenir un gardien de but. Ça prend beaucoup de pratique. As-tu des conseils pour des jeunes qui rentrent dans la position et peut-être pour les parents? À quoi s'attendre si ton jeune va être un gardien de but? Oui, c'est une bonne question. Ben, la première chose, trop de parents, ils pensent au côté business et à l'argent et non au bien de son enfant. Tu sais, ce que je veux dire par là, c'est que si le gars, il veut pas lui-même, excuse-moi, là, tu es capable de forcer un enfant de 5 à 12 ans, mais à partir de 12 ans, si tu veux pas, là, qu'est-ce qu'il va faire, le jeune adolescent? Il va dire, ben, oublie ça, papa, je lâche tout. Fait qu'il faut que le gars, il veuille. Si tu vois qu'il veut vraiment, je pense que la job d'un parent, c'est juste de lui donner les meilleurs outils possibles. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a, comme moi, il y avait un camp d'entraînement quand Vladislav Tretiak, il était venu faire son école d'hockey au Québec. Tu sais, là, mes yeux, ils étaient grands. Je voulais absolument aller à l'école d'hockey de Tretiak. Puis mes parents, ils faisaient 2 semaines. C'était 2 sessions de 1 semaine. Mais moi, j'ai dit à mon père, je dis, je veux y aller les 2 semaines d'affilée. Mais c'est pas lui qui m'a forcé à y aller, c'est moi qui voulais y aller. Mais en retour, mon père, il a trouvé une façon de m'inscrire et de payer pour l'école de hockey. Alors ça, c'est me donner les outils nécessaires, mais tu peux pas forcer quelqu'un à aimer et à être passionné parce que, tu sais, il y a tellement de bons joueurs. Si tu n'as pas la passion, oublie ça, tu ne passeras pas à l'autre étape. Il faut que ça vienne de toi, puis il faut que tu sois passionné. Fait que le parent, il est là juste pour te guider, puis pour remettre les pendules à l'heure quand il en a besoin, mais s'il est là pour le forcer parce que lui, il prend sa retraite avec l'argent que son fils va faire, ça ne marchera pas. José, tu parles de passion. Tu as 2 belles passions. Hein? Pilote d'hélicoptère. Puis là, récemment, tu as eu tes licences de pilote d'avion. C'est wow! Je suis vraiment fier de toi. C'est pas tout le monde qui peut dire ben, je pilote des avions, moi, là, puis pilote d'hélicoptère. Félicitations, c'est vraiment cool. Mais c'est cool pour vrai. Puis oui, je peux te dire, je suis vraiment chanceux parce que c'est pas facile de se trouver une passion. Toi, tu le sais, c'est les autos de course, puis tu as coursé, puis c'est une passion pour toi. Moi, c'est pareil. J'ai pas beaucoup de passion. Tu sais, j'aime le golf. Fait que je me suis acheté un terrain de golf, puis j'aime les avions, fait que j'ai acheté un avion. Non. Ça fait prétentieux, là, mais on dit ça en blague. Je veux être sûr que tout le monde sait qu'on dit ça en blague. Mais pour vrai, quand j'ai été échangé de Montréal à Colorado, je trouvais le temps long parce qu'à Montréal, tu as les amis, la famille, tout le monde t'appelle, hey, on va luncher, on va souper. Là, j'arrive au Colorado, j'avais du temps libre, je finissais mes pratiques, je fais quoi? Là, j'ai dit, ben, je vais prendre mes cours d'hélicoptère, ça va me tenir occupé, puis pour moi, en tant que gardien, moi, je performe le mieux quand ma tête est tout le temps occupée, puis que j'ai quelque chose qui me fait décrocher du hockey. Fait que j'ai pris mes cours d'hélicoptère au Colorado à ma première année. J'ai eu mon permis, puis là, je louais des hélicoptères un petit peu dans la région de Denver. Ça a été une passion, mais j'ai mis ça de côté quand j'ai été échangé. Après, quand j'ai signé avec les Caps, c'était rendu plus compliqué de voler avec la Maison-Blanche. Fait que j'ai mis ça de côté. Puis quand je suis arrivé en Floride, j'ai fait un tour d'avion avec un de mes chums. On est allé à Orlando, aller-retour. Puis j'ai vu à quel point que les avions sont rendus confortables. Tu peux... la technologie est incroyable. Là, je vais vous épargner les détails, mais c'est vraiment rendu avancé. J'ai dit, je vais prendre mes cours d'avion, ça va me tenir busy. Je n'avais pas dans la tête de m'acheter un avion, quoi que ce soit. J'ai pris mes cours, j'ai capoté, j'ai fait un cours supplémentaire pour avoir le rating, pour être capable de piloter aux instruments, qui est important parce que ça peut te sauver la vie. Sans m'en être pris dans une tempête ou whatever, je suis capable de naviguer juste aux instruments.
j'ai fait tout ça, puis là, je me suis finalement, après avoir magasiné, je me suis acheté un avion, puis, tu sais, le trip, tu te réveilles, puis tu dis à ta femme, puis à tes 2 filles, on s'en va à Disney pour passer la journée. Tu rentres dans l'avion, ça te prend 45 minutes. Avec mes chums, là, je viens de jouer le TPC Sawgrass, où est-ce que les joueurs ont fait le Players Cup. PGA, je suis allé, on était 4 gars, 4 sacs de golf, on décolle, atterrit, va jouer au golf, on revient le soir même, je soupe avec ma femme pour souper, tu sais. La liberté que ça te donne, pour moi, c'est vraiment une passion. J'essaie d'en faire profiter à tout le monde. Là. Moi, je me trouve des excuses pour piloter. Fait que quand le monde a besoin des services, ben moi, je leur fais des raids d'avion puis ça me fait plaisir. Fait que c'est une belle passion. Je suis chanceux d'avoir de la chance de pouvoir le pratiquer aussi souvent. Puis, c'est ça. Premièrement, merci beaucoup de nous avoir donné du temps. Et ça a été vraiment le fun d'avoir été ton coéquipier. Parce qu'on sait que les goalers, souvent, sont un peu dans leur zone. Mais tu es le seul gardien de but, Théo, qu'on pouvait faire n'importe quoi, toucher à ton équipement, faire des jokes. Et il y a beaucoup de monde, Théo, que les gens ne savent pas. Tu es le seul gardien de but qui allait mouiller son équipement avant un match. Alors, ça, c'est spécial. Alors, mais c'est la seule chose que c'est vraiment, on peut dire, c'est un peu bizarre, mais... C'était pas l'inverse? Je vais expliquer, c'est pas... Le monde trouvait ça bizarre, puis j'avais tout le temps à répondre à la même affaire, mais ça, j'ai une réponse très simple et très bien réfléchie. Quand j'étais jeune, tu sais, Patrice, on est jeune, mon stock de hockey, je ne le sortais jamais de ma poche. J'arrivais chez nous, il était mouillé, il restait dans la poche. Alors, à chaque fois que je pratiquais ou je jouais, je mettais tout le temps du stock mouillé ou humide parce qu'il était mouillé. Puis c'est comme ça que j'étais confortable. Là, je suis arrivé midget 3A. Là, tu laisses ton équipement dans la chambre. Il y a de la chaleur. J'arrive le lendemain, mon stock, il est croûté. C'est comme du plâtre. Je disais, c'est impossible. Là. Je suis allé le mettre dans la douche, puis j'ai remouillé ça, mais ça m'a suivi toute ma carrière jusqu'à dans la Ligue nationale. Je mettais mon stock ou dans le steamer ou je le mouillais un peu dans la douche avant d'embarquer. Fait que ça, c'est ma superstition, mais c'était plus une question de confort. Bon. Théo, félicitations de ta carrière. Sois fier de ce que tu as accompli. Mais Breezer, toujours un plaisir. Puis tu sais que le podcast, je le fais parce que c'est toi qui me l'as demandé, mon beau Breezer. Parfait. C'est vraiment, vraiment apprécié. Non, mais salut, puis bonne job, les boys. Lâchez pas.